Alors, deuxième partie du premier chapitre, la structure de sous-espace vectoriel. Alors ça commence toujours de la même façon, hein, on a la même définition pour les groupes, etc. Par exemple, on a, alors c'est plus la même chose, hein, c'est donc soit G avec, tiens, cette loi étoile, un groupe, et H, une partie non vide de G, d'accord. Et on dit que H est un sous-groupe de G si H muni de la loi de G, d'accord, celle-là, est un groupe. Alors on aime beaucoup ces définitions-là, c'est-à-dire de réutiliser donc une partie de G avec la même loi, puisque H elle va en hériter, hein, et de dire donc voilà, c'est un groupe, ok. Donc on réutilise, c'est une définition qui implique juste celle d'avant. Alors c'est une définition qui est jolie au niveau théorique, mais qui n'est pas du tout pratique, hein. Donc voilà, donc là c'est exactement pareil. Un sous-espace vectoriel de E, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un sous-ensemble F non vide de E, tel que F muni des deux lois qui faisaient que E était un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel lui-même, F, okay, sur K. Bon, et donc ça c'est toujours la définition, hein, je vous dis, théorique en algèbre, hein, c'est-à-dire qu'on boucle sur la définition supérieure. Et après on a toujours des caractérisations vraiment pratiques, hein. Et donc là, la définition, la caractérisation pratique, c'est quoi? C'est de dire que F va donc être non vide, c'est un sous-espace de E si F est stable, donc soit en deux temps par l'addition interne, hein, d'accord, de E, donc cette loi-là, et par le produit externe, donc le deuxième, ou encore s'il est stable par combinaison linéaire d'éléments de F, c'est-à-dire, pouf pouf pouf, vous remontez, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle combinaison, mais attention, les vecteurs x1, x2, xn ne sont pas dans E, mais seulement dans la partie F de E. Ok. Voilà. Et c'est un peu comme ça toujours qu'on fait donc en algèbre, c'est-à-dire, par exemple pour les sous-groupes, hein, on a la première définition qui ne sert pas à grand-chose, qui dit bah, c'est si en mettant la loi du groupe, cela reste un groupe, hop, c'est ici, d'accord. Et puis vous avez la caractérisation qui vous dit quoi? Elle vous dit, donc la caractérisation pratique, d'accord. H est un sous-groupe de donc G étoile. Si, alors vous pouvez avoir des choses du style pour tout x, y dans H, x étoile y moins 1. Alors bon, je vais faire comme ça. Pouf, moins 1. Et dans H, d'accord. Ça peut être une caractérisation, mais on en a d'autres, hein. Si pour tout x, y dans H, si c'est stable par si x étoile y est dans H, et, hop, je le mets en dessous, et x par exemple moins 1 est dans H. Ok. Donc l'intérêt de la notion de sous-groupe, donc c'est on veut montrer en fait que ce truc est un groupe. Je connais pas exactement le H, mais je connais quelqu'un qui contient H, d'accord, et qui pour la même loi est un groupe. Et donc ça me dit ce truc-là. Donc soit je montre ça en un temps, soit je montre en deux temps. Donc c'est beaucoup plus facile de montrer ça et d'utiliser la structure de l'ensemble G, hein, comme groupe ici. Donc pourquoi c'est plus facile? Parce que x étoile y, je sais que ça existe déjà dans G, puisque G est un groupe, donc il est stable par produit, par l'étoile. Et donc ça existe. Mais a priori, c'est dans G. Et ce que je dois montrer, c'est juste que c'est dans H. Pareil, comme G étoile est un groupe, quand je prends x dans H, bah, c'est un x dans G, puisque H est une partie de G. Et donc je sais que x-1 existe, d'accord? Mais elle est dans G a priori. Et donc il faut ici que je démontre que c'est dans H. Voilà, donc c'est toujours la même logique, hein, voilà. Et donc là, pour les sous-espaces vectoriels, eh bien c'est pareil, sauf que c'est la notion de combinaison linéaire. Donc soit on fait en deux temps, c'est-à-dire stable par l'addition interne et stable par le produit externe, soit on fait stable par combinaison linéaire. Alors on peut même trouver des astuces pour faire juste lambda x plus y, ça suffit. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein.
Ah bah si, je rentre dans les détails finalement. Donc, soit en deux temps, c'est-à-dire vous prenez deux éléments de f, et on va me montrer, donc, première étape, que la somme des deux vecteurs est dans f. Puis, deuxième étape, je veux montrer que si je prends un scalaire et un vecteur, alors le produit du vecteur par le scalaire est toujours dans f. Donc ça, c'est étape par le produit par un scalaire. Donc c'est un produit par un scalaire, attention, pas produit scalaire. Et la deuxième méthode, comme je vous ai dit, hein, c'est donc step par combinaison linéaire. Donc si, quel que soit lambda mu des scalaires, quel que soit xy des vecteurs, x.mu, lambda.x plus mu.y est dans f. Ok. Bon, et donc si on veut, on peut aussi virer le mu qui est ici, hein, d'accord, voilà. Bon, ça ne nous coûte rien d'écrire le mu, hein. Voilà. Et ben voilà, je vais juste vous laisser avec ces différents exemples. Donc, est-ce que ce sont des sous-espaces vectoriels, d'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai proposé. Vous savez que par exemple que R2 est un sous-espace vectoriel. Alors, vous connaissez réel, hein, vous connaissez sa structure, le plus, le fois. Est-ce que ceci, cette partie-là, donc l'ensemble des x0, donc vous prenez n'importe quelle coordonnée pour la première, par contre la deuxième c'est toujours 0. Est-ce que ça forme un sous-espace vectoriel de R2? Même question, si jamais je me fais 2x, cette fois-ci, donc la première coordonnée c'est toujours 2 et la deuxième c'est x. Est-ce que ça c'est un sous-espace vectoriel? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein, l'ensemble des suites dont le terme de rang 4 est nul, d'accord, donc les suites indexées par n, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de Rn? Voilà, vous voyez l'idée là-dedans, c'est que, par exemple, imaginez, on vous pose cette question-là, montrer l'ensemble des C0, donc des fonctions continues R, est-il un sous-espace vectoriel de ça? Ok. Soit je dois démontrer, bah, c'est un sous-espace vectoriel, donc hop, je remonte tout. Un espace vectoriel, pardon. Donc soit je remonte au début et puis je dois me taper bah, toutes les définitions là, d'accord, toutes les vérifications, ça peut être très très long. Soit je dis, attendez, je sais que ça c'est un espace vectoriel réel, ok. Et donc maintenant je vais juste, je me demande ou je vais démontrer, enfin bref, est-ce que ça c'est un sous-espace vectoriel? Donc c'est beaucoup plus rapide et au final ça me donnera la même chose, c'est-à-dire que C0R plus fois est un, enfin fois produit externe, hein, est un espace vectoriel réel. Ok. Donc c'est la façon plus rapide de faire cela. Voilà pour cette présentation assez courte, je crois, de la structure de sous-espace vectoriel.